Bienvenue à tous au premier épisode de Café SF, le podcast de science-fiction. Donc c'est un petit podcast qui va vous parler de science-fiction classique, de l'âge d'or, de la SF. Donc je suis Vermeer et je co-anime avec Chérine Ford. Ça va Chérine Ford? Ça va, bonsoir à tous. Donc nous ne sommes que deux aujourd'hui, mais plus tard nous aurons d'autres intervenants. Donc ce podcast est venu d'une idée sur un forum où on remarquait qu'il y avait assez peu de podcasts qui parlaient de science-fiction classique, de l'âge d'or, des grands auteurs et des grands livres de science-fiction. Donc on va vous parler un peu de science-fiction, de ce qu'on a lu, de ce qu'on lit, de ce qu'on aime et de petites thématiques. Donc Chérine Ford, est-ce que tu peux te présenter un peu? Qui es-tu? Alors, mon profil de lecteur de SF, donc j'ai 47 ans, je lis de la SF depuis que j'ai à peu près 15 ans. J'ai découvert ça dans la bibliothèque de mon village, de ma commune. Et là-bas, on trouvait principalement des vieux livres de Van Vogt, d'Asimov, de Jack Vance. Et aussi, c'est là que j'ai trouvé ma première édition du Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc, de fil en aiguille, j'ai lu beaucoup d'autres auteurs de SF, beaucoup de l'âge d'or, mais puis plus récemment, j'ai découvert des auteurs comme Ian Banks, Charles Stross et John Scalzi, par exemple. Ton village dont tu parles, c'est un village en Belgique, c'est ça? Ouais, c'est en Belgique, ouais, tout à fait. Mais ils n'avaient pas grand chose en science-fiction. Hein. Il fallait fouiller, il fallait chercher. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. C'est toujours un petit peu indigent de ce point de vue-là. C'est pas la bibliothèque spécialisée dans le domaine, malheureusement. Il y en a une très bonne à Bruxelles, ceci dit, qui a un très bon rayon science-fiction. Bien. Donc de mon côté, moi, je suis Vermeer. Je suis maintenant au Canada, mais je suis parisien d'origine, mais ça fait à peu près 15 ans que je suis au Canada. Je suis plus jeune que toi, j'ai 43 ans, attention. Mais j'ai commencé la SF beaucoup plus tôt, moi j'ai commencé à 11 ans, donc ça va, je compense. Donc moi j'ai lu beaucoup d'Heroic Fantasy, surtout les premières années, j'ai lu quasiment que de l'Heroic Fantasy, Moorcock, Tolkien, Fritz Leiber, principalement un peu Howard que je déteste. Puis après, j'ai lu tout de la science-fiction, du Fleuve Noir, la Compagnie des Glaces, Asimov, tout y passe. Et donc là, je lis beaucoup, je lis énormément de nouvelles, je dirais presque 70% de ce que je lis en SF, sont des nouvelles de tout le monde, mais des nouvelles. Mais bon, de temps en temps, je lis quand même des livres, mais... Voilà, tu seras nos spécialistes nouvelles. Moi, j'en lis très peu, fatalement. Mais voilà. Alors, ça, c'est nous, pour aujourd'hui. Et alors, on va vous parler de la thématique du jour, c'est Van Vogt. Parlons de l'âge d'or de la SF. Alors donc toi, Fabrice, t'as beaucoup lu Van Vogt et t'aimes bien. De toute façon, t'aimes tout, mais bon, t'aimes bien Van Vogt aussi. Je dirais pas que j'aime tout, mais bon. En tout cas, il m'a laissé un bon souvenir, fatalement, puisque j'ai commencé avec ça. Et en fait, on dit souvent qu'il vaut mieux ne pas revenir sur ce qu'on a apprécié quand on était jeune, et c'est peut-être le cas ici. Effectivement, à l'époque, j'avais vraiment lu beaucoup de choses de Van Vogt, notamment La guerre contre le Ruhl, j'avais lu À la poursuite d'Eslan. C'est les deux qui m'ont le plus marqué et qui m'ont laissé un très très bon souvenir. Il y avait un autre que j'avais bien aimé, c'était Le Monde des Nona, et aussi Le Sorcier de Lynn et l'Empire de l'Atome, qui était un diptyque qui était assez sympathique, mais dont j'ai tout oublié parce que ça fait vraiment très très longtemps. Il faut Van Vogt maintenant. S'il y avait 3 livres de Van Vogt à lire, tu dirais qu'il faut lire quoi? Alors moi, c'est compliqué, évidemment, parce que comme ça se base sur mes souvenirs, évidemment, c'est un petit peu difficile. Ici, j'ai relu récemment, j'ai relu en 2015 Mission Stellaire, qui m'avait laissé un bon souvenir. J'ai laissé une petite note dans mon carnet, parce que j'ai un journal de lecture que je tiens depuis 4 ans, parce que avec l'âge, la mémoire flanche. Donc pour me souvenir plus ou moins de ça, la question de savoir si au moins j'ai aimé un livre
et qu'est-ce que j'en ai retenu. Je tiens ce journal. Et Mission Stellaire, j'ai juste noté une ou deux phrases. En substance, c'est l'histoire d'un choc de civilisation spatiale, une espèce de guerre de civilisation qui est menée par deux membres éminents de ces civilisations, un homme et une femme, qui vont tomber amoureux apparemment. Enfin voilà, et c'est tout ce que j'en ai, c'est tout ce que j'en retiens. Moi, Mais bon, ça s'est passé il y a 2 ans. Je l'ai lu il y a même pas 3 mois, donc ouais, effectivement, c'est l'histoire d'un pilote, de vaisseau spatial qui est en fait un robot, et en fait qui est le chef des robots qui vivent un petit peu de manière occulte dans une confédération galactique qui est cachée du grand empire galactique, et le livre commence quand justement un vaisseau d'exploration du grand empire galactique, qui est très très en avance technologiquement, arrive dans le système solaire et essaye de les repérer et de les intégrer à l'Empire. Et donc c'est un peu une histoire de rébellion. Et dans la rébellion, il y a les robots et les non-robots qui ont pas forcément les mêmes choses. Et effectivement, le personnage principal est un homme du côté de la rébellion et des robots, et la femme qui commande le navire Explorer est l'autre grand protagoniste. Et ils vont effectivement avoir une histoire tous les deux assez amusante. Donc moi j'ai trouvé ça assez dynamique, hein. Au niveau de la narration, c'est vraiment très très rythmé, il y a beaucoup de suspense. C'est un livre très court, une centaine de pages. Les chapitres vraiment s'enchaînent rapidement. La fin, bon, ouais, bof. Mais quand même c'est vraiment pas très rythmé, beaucoup d'idées. À chaque paragraphe, il y a du sense of wonder technologique qui est vraiment bien foutu. Moi, Mission Stellaire, j'ai trouvé ça vraiment distrayant. Pas un chef-d'œuvre, mais vraiment distrayant. Ouais. Alors, donc, bon, ouais, bon voilà, en tout cas celui-là, il est, je pense, à lire, il est pas mal. Et on est d'accord au moins sur celui-là. Il y en a un autre, je pense qu'on va peut-être pas être d'accord sur celui-là, c'est À la poursuite d'Eslan. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Alors je l'ai pas lu récemment, donc je peux pas être super affirmatif là-dessus, mais il m'avait laissé un très très bon souvenir, une très forte impression, en tout cas, à l'époque où je l'ai lu. Moi aussi, c'est l'histoire. Oui. Ouais, enfin... Donc c'est l'histoire d'une sorte de mutant, de télépathe qui va essayer de survivre à une espèce de chasse qui est organisée contre lui par le dirigeant, je pense, du monde, même ou président, en tout cas une personne assez influente. Enfin voilà, moi à l'époque il m'avait laissé une forte impression. Maintenant je ne sais pas si ce qu'il vaut réellement, je l'ai pas lu récemment. Alors, moi ce qui est... Et alors l'autre... Attends, juste pour finir sur celui-là, Poursuite d'Eslan, moi je l'ai lu récemment, là, ouais. Donc ce que je lui reproche, c'est, bon, déjà le style, c'est pas super bien écrit, c'est vraiment fonctionnel, il n'y a rien d'enthousiasmant. Bon, ça encore on peut s'y faire, c'est pas le seul, hein, c'est pas non plus Byzance. Mais alors, le problème, c'est la crédibilité. C'est affligeant. Le héros est pas crédible pour une demi-page, hein. Il perd sa mère dans les 3 premières pages, ça lui fait rien. En tant que personnage, il est vraiment pas du tout crédible. Les situations sont complètement débiles. Il perd sa mère, 3 pages après, il est pris par une vieille qui l'emmène dans une cave, qui est juste comme par hasard derrière le palais, où il y a une autre jeune fille qui est emprisonnée jusqu'à ce qu'elle soit exécutée à ses 13 ans. Rien n'est crédible. La géographie, la géopolitique, aucun des personnages n'est crédible. Vraiment, on n'y croit pas une seconde. Moi, ça me fait penser à une espèce de roman écrit par un adolescent, pour des adolescents. Bref, j'ai trouvé ça. Mais bon. Je ne sais pas si c'est le premier ou il est dans les premiers qu'il a écrit. Hein. Il est dans les premiers qu'il a écrit. De là à dire que c'est un adolescent, à l'époque, je ne sais pas. Je pense pas. Pas tellement dans le sens, mais bon. C'est pas tellement maturité, mais c'est pas construit. C'est vraiment, ça part dans tous les sens. Il y a des raccourcis faciles qui font sauter la crédibilité. Il y a vraiment un gros problème de crédibilité permanent. Mais je pense qu'on va en reparler sur sa manière d'écrire après. Donc parle du 3e livre que tu recommanderais. Oui. Au moins, en tout cas, celui que je recommanderais, c'est Le Monde des Nonas. Je suis en train de le relire actuellement. Je n'ai pas fini, donc je ne vais rien dire sur la fin, mais au niveau du langage, il a été traduit par Boris Vian, et donc en français, en tout cas, il donne quelque chose de... Enfin, il est pas mal. Le phrasé est
est très bien construit. En tout cas, si je compare aux deux autres livres de Van Vogt que j'ai relus en préparation de ce podcast, Les Armureries d'Icher et La guerre contre le Ruhl, c'est le jour et la nuit. Hein. Au niveau du choix des mots, au niveau de la construction des phrases, c'est vraiment beaucoup mieux fait, beaucoup mieux traduit. Alors, Donc ça... c'est encore un truc de super-héros, c'était oui, ça ressemble un petit peu à ça, on va dire. Enfin, le début du roman, tu as le protagoniste qui s'appelle Gilbert Cossain et en fait un participant à un grand concours qui est organisé par la machine des jeux. Et donc cette machine se situe dans la capitale de la Terre, va écrémer comme ça les participants pour désigner ceux qui vont pouvoir émigrer vers Vénus, hein, en sachant que ceux-là devront avoir un certain nombre de qualités. Ils passent à une espèce de concours en gros. Hein. Et le protagoniste est assez persuadé qu'il va pouvoir le remporter ce concours, sauf qu'il se passe quelque chose d'un petit peu inhabituel, un petit peu étrange dès le début du roman, c'est que une des personnes qui habite dans la commune ou dans la ville où il habite, qui est une toute petite ville, le dénonce et dit qu'il n'est pas la personne qu'il prétend être, qu'il ne le connaît pas du tout. Et donc il se fait éjecter de l'hôtel où il crèche, et il se rend compte en fait dès son premier passage devant la machine des jeux, puisque c'est une espèce de super ordinateur, que en fait on l'a manipulé, en tout cas son esprit a été manipulé. Voilà. Et alors pas tout. Bon, merci. Je ne vais pas aller plus loin, je n'avais pas l'intention d'aller plus loin, mais voilà. Donc ça, c'est le début du bouquin, et enfin, c'est pas mal. Bon, à partir de là, il y a quand même un certain nombre de rebondissements, ça va aussi assez vite. Mais ça, je pense que c'est le cas de tous les romans de Van Vogt. C'est le spécialiste du rebondissement, et parfois c'est même un petit peu trop assuré, enfin on n'a pas l'impression de lire une histoire, on en lit 4 qui suivent. Dans les Nona, il y a celui dont tu parles, le monde des Nona, après il y a les joueurs des Nona et la fin des Nona. Okay. Oui, ce sont des suites. Alors de mémoire, les joueurs étaient pas mal, et la fin m'avait beaucoup déçu à l'époque. Donc, mais elle a été écrite longtemps après les 2 premiers. Okay. Donc je pense pas qu'elle ait été traduite par Vian, celle-là. Et puis en plus, ça sent un petit peu le roman de commande. Enfin, je pense que c'était un peu pour du fan service, si tu veux. D'accord. Tu parlais des 2 autres livres que tu as lus, là, et oui. Donc ça, c'est pas forcément formidable. Bah, c'est particulier, on va dire. Ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a donc la civilisation terrestre, humaine, est en guerre contre une espèce qui s'appelle le Ruhl, qui est une sorte de ver. Qui peut prendre à peu près n'importe quelle apparence. Enfin, ils disposent d'une technologie assez avancée eux aussi, et ils sont très agressifs. Et le héros du roman, en fait, va essayer pendant une bonne partie du roman d'obtenir la collaboration d'une autre espèce intelligente, mais qui se fait passer pour animal, en fait, qui sont des Ezwal. Il faut essayer d'imaginer une espèce de gros lézard de plusieurs tonnes, hein, à 6 pattes, 3 yeux et télépathes. Hein. Et les Ezwal, qui vivent sur une planète qui est aussi en cours de colonisation par les humains, préfèrent se faire passer pour des animaux plutôt que de risquer l'extermination par les humains en question. Mais le héros du roman a découvert qu'ils étaient télépathes et essaye d'obtenir leur collaboration pour aller pour lutter contre le Ruhl. Là voilà. Encore, on a une structure d'écriture qui est encore pleine de rebondissements, comme dans les autres.
Oui, mais c'est presque trop en fait. Hein. Le héros, il va passer il commence le roman, il est en train de se faire parachuter sur une planète parce que son vaisseau a explosé. Sur son parachute, sur la plateforme gravifique de son parachute, il y a un étoile qui est perché et qui veut le tuer en fait parce qu'il sait que le héros a découvert qu'ils étaient télépathes et finalement il va devoir le convaincre les Oiles de l'aider à survivre à cette planète en se basant sur le fait que même les Oiles n'est peut-être pas assez fort et assez intelligent pour survivre à cette planète qui est très très hostile, où il y a des formes de vie vraiment gigantesques et très dangereuses. Donc il va finir par le convaincre, mais bon, ça va prendre du temps. Et voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais ça part dans beaucoup de directions différentes, et ça se termine un peu avec je pense que c'est exactement le même problème que la poursuite d'Eslan. Ça sent un petit peu le Deus Ex Machina, tu vois. Tu as l'impression que c'est un petit peu le hasard fait un petit peu trop bien les choses, en fait. En fait, c'est peut-être la marque de fabrique de Van Vogt, hein, ce style décousu. Je lisais le livre d'or de Van Vogt où il retranscrit plusieurs de ses interviews et où il explique comment il écrit en fait. Donc il écrivait à l'âge d'or de la SF, donc ils étaient payés au mot, donc il fallait produire beaucoup. Et il expliquait que donc il écrivait toute la journée, hein, 7-8 heures par jour, et souvent il était bloqué dans ses histoires. Et sa méthode, c'était de laisser l'histoire en plan et de régler son réveil au milieu de la nuit. Parce qu'en général, la nuit, ça lui donne des idées, pouf, il se réveille au milieu de la nuit, bam, il a de nouvelles idées, boum, il les rajoute dans son récit. Après, il continue un peu, il n'a plus d'idées. Donc, ce qui donne peut-être ce côté un peu décousu de beaucoup de ses récits, c'est cette manière d'écrire où c'est vraiment presque au fil de la plume et des idées qui arrivent, qui s'injectent et qui viennent à droite, à gauche. Donc, on ne sent pas vraiment une construction cohérente, comme ça pourrait être sur d'autres. C'est ça. Mais on sent bien qu'il ne sait pas où il va, en fait. Hein. Par moments, on a l'impression qu'il accélère la fin un petit peu trop vite. Enfin bon, voilà. Parfois, il y a des idées qui sont développées. Dans les Armureries d'Icher, il y a une chouette idée qui pourrait faire une chouette nouvelle de 20 pages, mais qui, noyée dans ce roman, ne donne rien, tombe un peu à plat, quoi. Il n'a rien à voir avec le reste en réalité, donc c'est un petit peu absurde. C'est un peu dommage. Bon, après, donc moi personnellement, je vais continuer le monde des Nonas, et puis je pense que j'aurai terminé ma replongée dans l'univers de Van Vogt pour un petit bout de temps. Ouais. J'ai connu assez étrangement, je sais pas pourquoi, quand je me suis mis à lire toute la science-fiction, c'est un des grands piliers de la science-fiction. On dit toujours les piliers de la science-fiction américaine de l'âge d'or, c'est Heinlein, Asimov et Van Vogt. J'ai pas lu de Van Vogt, j'ai que découvert il y a quelques années, et j'ai un peu du mal avec ce côté décousu et assez peu construit. Bon, les forces de Van Vogt, je trouve, c'est quand même il arrive à faire une bonne caractérisation des personnages. Souvent, ces personnages sont quand même assez typés. On va dire qu'on voit bien la personnalité des personnages, même si dans les quelques livres que j'ai lus, les personnages ont un petit peu un trait commun, mais au moins on les reconnaît, ils ont une manière d'être qui est assez, qui ressort bien dans le texte. Mais bon, ouais, le style décousu, moi aussi, ça me gêne un peu. Ils sont assez isolés, hein. Les personnages sont assez isolés dans ces romans, et souvent, je trouve, les univers dans lesquels il les fait évoluer sont assez dangereux, sans pitié, comme ça, sans ordre. Hein. Il y a vraiment un côté dangereux, même prendre le train est dangereux, se balader dans la rue est dangereux. Hein. Et on peut se faire agresser, on sent bien qu'il est, oui, à ce niveau-là, c'est un point commun clairement à presque tous ces romans. Ça se retrouve dans tous ceux que j'ai lus récemment, en tout cas. Donc, pour clôture sur ce petit aparté sur Van Vogt, s'il n'y a que 3 livres à lire, tu dirais, ce sont lesquels encore?
Donc, en tout cas, Le Monde des Nona, ça c'est certain. Mission Stellaire, je pense, est très bien aussi. Et À la poursuite d'Eslan, avec réserve, sans être certain que ce soit si extraordinaire que ça, puisque... Mais en tout cas, au niveau des idées, c'était pas si mal. De mémoire, c'était quand même bien. Très bien. Passons un peu à notre volet actualité de nos lectures. Alors, qu'est-ce qu'on lit ces temps-ci? Alors moi, je vais vous parler un petit peu de ce que je lis ces temps-ci. Euh, je lis des nouvelles. Je lis particulièrement un recueil de nouvelles de Heinz Evers, auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est du fantastique horrifique. C'est un livre que j'ai trouvé dans un lot eBay, donc complètement par hasard. C'est un auteur allemand du début du XXe siècle. Il a écrit dans les années 10, les années 20. Et je suis vraiment très impressionné. Auteur que je ne connaissais vraiment pas du tout. C'est drôle, autant on nous rabat les oreilles avec Lovecraft. Evers, c'est au moins 10-20 ans avant et c'est à peu près 10 fois la qualité quand même. Par contre, c'est un peu plus... c'est très intéressant, c'est un précurseur de la psychologie. Il a des concepts presque pré-freudiens, c'est assez intéressant. Donc son horreur est beaucoup basée sur le conditionnement des gens, sur le fantastique aussi, sur un fantastique... euh, sur les sorcières, sur les araignées géantes ou sur les gens, les héritages des périodes préhistoriques ou animales. Donc, il fait vraiment beaucoup de textes intéressants. Par contre, il est un peu controversé parce il a un certain érotisme et il traite ces termes. Là, la dernière que j'ai lue, c'est une nouvelle sur le voodoo euh, qui se passe dans les Antilles et c'est très, malgré la date d'écriture, hein, c'est très, il y a des meurtres d'enfants d'entrée, les personnages sont racistes, ça ne va pas avec le dos de la cuillère. Mais donc, du coup, c'est assez intéressant, c'est vraiment riche, c'est vraiment intéressant. Donc, je peux vous lire un petit Mais peu. après, il faut peut-être lire ça. Oui, oui, vas-y, je disais, il faut peut-être lire ça aussi par rapport à l'époque où ça a été écrit. Hein. C'est début du 20e. Je veux dire, bon, quand tu lis même Tintin au Congo ou des choses comme ça n'y va pas non plus par le dos de la cuillère hein, dans les représentations. Donc, début du 20e, ça doit être encore oui, bien. Lui, il y va franco, hein. Il va les noirs, les enfants et toutes ces parties. Mais pas dans toutes les nouvelles. Il fait juste quand son personnage est dans ce milieu-là, ce qui est une nouvelle sur 10. Sinon, le reste, c'est du fantastique. C'est vraiment du niveau d'Alan Poe, hein. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a des nouvelles, vraiment. La nouvelle qui s'appelle L'araignée, là, c'est vraiment très bien. Le principe de la nouvelle de l'araignée, hein, c'est dans une chambre d'hôtel, il y a 3 personnes qui meurent pendant 3 semaines d'affilée, des gens complètement différents qui prennent cette chambre et qui se retrouvent tous pendus au rideau, tous pendus de la même manière. Et donc la police s'inquiète et tout le monde déserte l'hôtel et il y a un étudiant qui dit qu'il pense qu'il va trouver la solution à ces meurtres et donc il prend la fameuse chambre d'hôtel et la nouvelle c'est son journal tous les jours dans la chambre. C'est Oui. bien vu, on le voit. Non, c'est du fantastique. C'est vraiment sympa. Vraiment, il y a beaucoup de nouvelles. Donc ça, c'est sur une nouvelle du fantastique, un peu sur le conditionnement psychologique. Une autre nouvelle qui est très intéressante, où il nous raconte l'histoire d'une trouvaille archéologique. C'est la même période que quand ils ont trouvé le mammouth dans les glaces en Sibérie. Lui, dans son postulat, c'est qu'ils ont aussi trouvé une jeune femme, une belle jeune femme qui est prisonnière des glaces aussi depuis des milliers d'années. Et donc elle est ramenée au musée de Berlin. Il y a un peintre qui la dessine, mais qui en tombe amoureux. Et puis ça va être le bordel évidemment. Et c'est très noir. Donc voilà. Donc bah voilà, c'est pour l'araignée. J'ai dit ça. Alors je connaissais pas du tout ça. Je vais vous parler d'une autre lecture que je fais là avant de te passer la main. En même temps, je lis La Gerbe Noire de Jean Ray. Bon, Jean Ray, moi j'adore Jean Ray. Je suis un fan absolu. Un fan absolu, mais surtout quand il écrit sous Jean Ray. Hein. Ce qu'il écrit en John Flanders, c'est nettement moins bon. La Gerbe Noire de Jean Ray, c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait un livre de lui, c'est une anthologie qu'il a fait. Et il a écrit 2-3 nouvelles dedans, mais il ramène des textes de différents auteurs qui sont un petit peu... On voit que c'est en gros son panthéon du noir dedans. Et donc il y a des nouvelles
de Erkman Chatrian, de Maurice Renard, de tout un tas d'auteurs intéressants. Et il y en a justement une de Hans Evers, lui visiblement connaissait Hans Evers aussi. Et donc c'est un recueil de nouvelles intéressant, parce que c'est fait par Jean Ray, ça donne vraiment une perspective sur ses goûts, sur ce qu'il aime, mais c'est pas aussi bon que les écrits de Jean Ray comme Malpertuis ou les contes du whisky ou les contes du golf, qui sont vraiment formidables. Donc ça c'est deux trucs que je lis. Toi tu lis quoi? Récemment, en dehors des livres de Van Vogt, j'ai lu La Compagnie Noire de Glenn Cook, le tout premier tome, et alors Le Palais du Déviant de Tim Powers. Voilà, c'est les deux derniers. Parce que La Compagnie Noire, ça fait quand même pas l'unanimité. Hein. Partout sur les forums, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui aiment bien les 3 premiers tomes, et qui disent que ça passe après. Moi, j'ai tenu 30 pages tellement c'était nul. Donc voilà. Ouais. Alors, ouais, je comprends. Oui. Enfin, en réalité, c'est pas facile à lire du tout, je trouve, parce que on est dans un univers de fantasy, et le livre est écrit du point de vue d'un des protagonistes, d'un des membres de cette compagnie noire, qui est une compagnie de mercenaires, et qui existe depuis déjà des centaines d'années. Hein. Donc il y a ce personnage qui se fait appeler Toubib, donc qui est le médecin de la compagnie, est aussi l'archiviste en fait, hein, a repris la tâche d'archiviste, et il a des archives de la compagnie avec lui qu'il relie régulièrement à ses compagnons d'armes. Et bon, cet univers, malheureusement, il n'est pas assez décrit. Hein. Je veux dire, on nous parle de différentes régions, de différentes villes, d'événements qui s'y passent, mais c'est vraiment écrit comme un chroniqueur de compagnie. Donc eux savent très très bien de quoi ils parlent, ils savent quelle est cette ville bien précise, qu'ils ont traversé, où elle se situe, c'est quoi cette tour, c'est quoi cette région. Nous, on ne le sait pas, donc on doit essayer de deviner par approximation, ou parfois répétition, mais c'est globalement peu. Enfin, on a peu de code en réalité, et ça rend les choses un petit peu difficiles. De la part de l'auteur, Excuse-moi. C'est un choix douteux de la part de l'auteur, non? Parce que moi, ça m'a fait exactement. On ne sait pas d'écrit, on ne comprend rien, on visualise rien, on comprend pas l'époque. C'est un choix. Hein. Voilà, clairement, il a voulu aller dans une certaine direction. Disons que c'est pas nécessairement un choix douteux. Ça ne serait pas un choix douteux pour, disons, un 3e roman dans cet univers-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si déjà on avait eu deux premiers romans qui auraient bien décrit les différentes régions, on saurait ce qui s'est passé, qui est qui fait quoi, ça ne poserait beaucoup moins de problèmes. Mais mettons que la Compagnie Noire évolue au sein du monde du Seigneur des Anneaux, donc en Terre du Milieu, on n'aurait pas de difficulté, absolument aucune difficulté à le lire. Mais là, en l'état, c'est plus compliqué. Alors après, les histoires. En ce qui concerne, moi, oui, c'est ça. Pas très intéressant non plus. Non, ça va encore. Enfin, je veux dire, c'est pas ça démarre doucement, il faut bien l'admettre. Mais à un moment donné, ça s'accélère quand même. En gros, ils sont assez vite dans le roman, ils vont changer de patron. Hein. Donc leur patron actuel se retrouve écharpé par une espèce de vampire. Un fort Valaka, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, mais bon, en tout cas, c'est une créature très dangereuse et très difficile à tuer, puisqu'il n'essaye même pas de se mettre sur son chemin, il n'ose même pas se mettre sur son chemin, tellement c'est dangereux. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est très dangereux. Et donc, comme ils ont perdu leur patron, ils doivent chercher un nouveau contrat, et ils sont engagés par un type qui s'appelle Vol-Esprit. Donc ils ont tous des noms, on ne connaît pas leur vrai patronyme.
en fait, on ne connaît pas leur vrai patronyme, et je pense que c'est dû au fait que connaître le patronyme de quelqu'un te donne du pouvoir sur lui, te donne la possibilité de lancer des sortilèges sur lui, s'expliquer à un moment donné dans le livre, mais malgré tout, c'est un petit peu lourd d'avoir ces renvois à des surnoms, hein. Les sorciers de la compagnie s'appellent Qu'un œil, Silence, le médecin c'est Toubib, il y a un type qui s'appelle Bruce le Dingue, enfin bon, voilà, il y a très peu de personnages qui sont nommés par leur prénom. Enfin, soit, ce vol-esprit en question, qui est un des servants, en fait, d'une espèce d'entité qui s'appelle la Dame, qui est manifestement très, très, très puissante, hein, c'est l'équivalent de Sauron dans cet univers-là, a engagé la compagnie et va repartir avec elle vers le nord, et c'est dans le nord qu'ils vont mener bataille, ils vont se battre pour la Dame qui doit faire face à une rébellion. Avec beaucoup de retournements de situation. Il y a un certain nombre de servants de la Dame, donc l'équivalent des Nazgûl, hein, on va dire, hein, donc de suivants qui se disputent en fait, hein, les uns les autres leur faveur, et donc ils se font des coups de pute, et ils finissent même par se tuer les uns les autres par moments. Enfin, c'est via évidemment en passant par les compagnons de la Compagnie Noire, hein, ils ne le font pas directement, pas eux-mêmes tout seuls. Qu'est-ce que tu penses justement de cet aspect? Moi, c'est un truc qui m'a gêné aussi dès les 30 premières pages, mais ça me gêne souvent dans ce genre-là, le genre de la fantaisie militaire, où les auteurs prennent des héros qui sont des bataillons de Marines ou des mercenaires, et puis qui jouent sur cette fibre militariste, sur ce côté un peu bad boys, et souvent, et là je trouve que c'est le cas, c'est des gens qui ne maîtrisent pas tellement le côté militaire au niveau de la culture, de ce qu'étaient les troupes dans les époques où soit c'est trop naïf, on sent pas vraiment que c'est une structure militaire, et puis souvent il y a une mauvaise connaissance de l'aspect vraiment de la violence, de l'impact psychologique, de la mentalité de gens qui sont des professionnels de la tuerie. Je trouve que c'est souvent mal fait, et là ça m'a vraiment gêné, j'ai trouvé ça vraiment à l'eau de rose, quoi. Est-ce que ça s'enrichit un peu par la suite? À l'eau de rose, je sais pas. Non, ça me semble quand même pas être à l'eau de rose. Enfin, je veux dire, ce sont des mercenaires, c'est pas vraiment des militaires, hein, ce sont des mercenaires. Ils n'ont pas là du tout le même type d'approche que les militaires. À certains moments, on sent bien qu'ils seraient prêts à déserter ou à se casser ou à trouver en tout cas une solution pour ne pas devoir mourir face à une armée comportant 20 ou 30 fois plus de rebelles qu'eux, quoi. Donc en tout cas, voilà. Mais d'un autre côté, la Compagnie Noire a la réputation de ne jamais avoir trahi son employeur, et donc ils doivent composer avec ces deux idées contradictoires, hein. D'une part, avoir envie de survivre avant tout, et d'autre part, tout de même, on a notre réputation, et il faut quand même vivre selon cette réputation. Il faut essayer de trouver une solution. Donc, c'est le premier volume. Il y en a 63 000, c'est ça, des volumes? Oh, je n'en ai aucune idée. Moi, j'ai l'intégrale 1. Okay. Donc, j'ai lu la première partie de l'intégrale qui est La Compagnie Noire. Il y a une deuxième et une troisième partie. Donc, ça a été repris. Je n'ai pas encore continué. Donc, la deuxième partie, je verrai bien quand est-ce que je m'y remets. En tout cas, pas tout de suite. Il me semble au moins 10 qui sont sortis, je pense. Oui, je dirais 9 ou 10, peut-être 12. Je ne sais pas exactement. Il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis. Bon, après, c'est... dire tout ça, ou juste le premier peut-être pour voir? Peut-être le premier pour voir, si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont inconditionnels. Moi, personnellement, je ne vais pas dire que ça m'a rempli de joie, mais c'était pas mauvais. Il y a des bonnes idées. Il y a des choses qui sont un petit peu ridicules et potaches. Hein, il y a deux des sorciers, par exemple, qui se disputent tout le temps à coup de sortilège, des choses comme ça. Bon, enfin voilà.
on ne voit pas trop, Voilà. on voit pas trop exactement le sens ou l'intérêt de ces disputes. Mais bon, voilà, ça donne un petit peu. On a parfois l'impression que l'auteur a mis en scène sa campagne de jeu de rôle. Hein. Par moment, les réactions, des personnages font penser un petit peu à ce type de dynamique. Mais enfin, bon. On arrive à la Ok. fin de ce podcast doucement. Tu voulais nous parler un petit peu du Palais du Déviant? Oui, ben, En quelques phrases. rapidement, hein, c'est un des derniers que j'ai lu. En gros, il s'agit d'une histoire d'un musicien qui a été récupérateur, donc c'est-à-dire c'est pas le terme exact, je me souviens plus du terme exact, mais enfin, en gros, il est il a été dans sa vie passée spécialisé pour aller rechercher des personnes qui avaient été enlevées par des sectes et pour les déconditionner et les rendre à leurs parents, à leur famille. Ça se passe dans un univers futuriste, plutôt sombre, apparemment limite apocalyptique. Enfin, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est pas très bien décrit dans le livre. Mais en tout cas, les choses sont bien changées. Et normalement, il n'accepterait pas, ce héros, de nouveaux contrats pour aller sauver les victimes de cette secte. Mais là, il se trouve que c'est son ancien amour qui a été enlevé et c'est le père de celle-ci qui vient lui demander cette faveur. Et donc, il finit par accepter et à s'y coller. Bien. Globalement, je trouve que c'est quand même dans les Team Powers qui m'a été donné de lire, il est quand même très 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 et de Team Powers préféré. Bon. Donc il est très en deçà, donc il est pas aussi bien quoi. C'est pas voilà, c'est pas extraordinaire. Moi je ne le conseillerais pas. Maintenant c'est vrai qu'il y a peu de romans finalement sérieux de post-apocalyptique comme ça, donc c'est peut-être pour quelqu'un qui chercherait de l'inspiration pour un jeu de rôle de ce type-là, que ce soit Apocalypse World ou ce genre de choses, mais comme ça, non, je ne le recommanderais pas. Ok, bon, bah, ça conclut notre premier épisode de Café SF. Hein. On essaie de tenir dans les 30 minutes, donc le prochain, on serait normalement un peu plus, peut-être une personne de plus sera avec nous la prochaine fois. Espérons. Et on va parler d'un auteur de qualité assez médiocre et assez peu connu. Donc ça va être un spécial Lovecraft. Donc vu qu'il y a des grands fans qui veulent en parler et que voilà, on va faire un petit tour d'horizon de Lovecraft de nos jours. En 2017, il y a eu plein de rééditions et puis plein de livres sur son actualité. Donc on va parler de ça. Notre prochain Café SF sera sur Lovecraft. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce premier podcast et à une prochaine. Au revoir. Au revoir.